Aujourd'hui, je suis là pour m'adresser à tout le monde, que ce soit la joueuse de LoL ou le joueur d'Animal Crossing, pour donner des clés de compréhension de l'activité physique. Simple, parce que pas beaucoup de gens comprennent comment ça marche en réalité. Effectivement, si je me fie aux données de l'ANSES en 2022, 95% des adultes en France sont en manque d'activité physique, ce qui accroît les risques pour la santé. Ça fait beaucoup là, non? D'ailleurs, on peut lire que les femmes sont les plus à risque face à ce manque d'activité physique. Bah alors, on a peur d'être sexualisé? Je souhaite donc à mon échelle permettre d'éclairer le sujet et je vous promets que vous allez apprendre ici 10 fois plus pour votre santé qu'en 10 ans de cours de PS. Petit disclaimer, je ne suis pas spécialisé dans l'activité physique. Je n'ai pas fait d'études pour ça, mais je me suis pas mal renseigné sur le sujet pendant plus de 3 ans. Et puis bon, avoir jamais fait d'études dans l'activité physique, ça empêche pas d'en parler comme si on était expert. Hein Thibaut InShape? Alors, commençons. Basique. C'est quoi l'activité physique? Moi j'aime bien la définition que propose la sécurité sociale, qui me semble plutôt appropriée. L'activité physique est l'ensemble des mouvements du corps produits par les muscles, entraînant une dépense d'énergie supérieure à celle qui est dépensée au repos. Elle inclut donc, en plus des activités sportives, les activités physiques et exercices quotidiens. Donc l'activité physique, c'est pas du sport. Le sport, c'est juste une sous-catégorie institutionnalisée de l'activité physique, et l'activité physique, c'est juste bouger en se servant de ses muscles. Donc, quand tu marches, c'est de l'activité physique. Mais du coup, comme l'activité physique implique obligatoirement l'utilisation des muscles, c'est quoi un muscle? C'est l'heure du cours d'anatomie. Un muscle, c'est un ensemble de tissus musculaires. Je sais, merci Captain Obvious, mais en gros, le corps est composé de plein d'ensembles de tissus. Les tissus musculaires sont des tissus spécifiques qui ont la capacité de se contracter, certains involontairement, les muscles lisses, ceux qui couvrent les organes et les muscles cardiaques, donc le cœur, mais ceux qui nous intéressent sont ceux qui se contractent volontairement. C'est ceux qui appartiennent aux muscles squelettiques. Pourquoi on les appelle muscles squelettiques? Eh bien parce que ce sont les muscles reliés au squelette et qui permettent de le déplacer et donc de bouger le corps. Maintenant, concrètement, à quoi ça ressemble? Schématiquement, ce qui permet un mouvement ressemble à ça. Vous avez le muscle, il est relié aux os grâce à des tendons, les os sont reliés entre eux par des ligaments qui forment une articulation, et le muscle est contrôlé par le système nerveux, donc vous, qui lui dit s'il doit se contracter ou pas. Les tendons et les ligaments, c'est juste des tissus vachement solides qui sont là pour tout maintenir en place. Mais des fois, il n'y a pas de ligaments, notamment aux hanches et aux épaules, parce que sinon on ne peut pas les bouger dans tous les sens. Comme vous le voyez, quand le système nerveux envoie l'info au muscle de se contracter, le muscle se contracte, ce qui amène de la tension sur les tendons, qui vont alors tirer les os et permettre le mouvement. GG, maintenant vous avez une idée basique de la mécanique du corps. Mais une idée basique, ça suffit pas pour comprendre pourquoi vous pouvez bouger vos cuisses dans tous les sens. Et comme on est sadique ici, on va voir tous les muscles du corps. Non, en vrai, pas tous les muscles parce que sinon la vidéo se ferait 5 heures, mais on va voir les principaux de chaque partie du corps. D'abord, on a la partie inférieure du corps, composée des muscles dans les cuisses et les jambes. Pour commencer, on a ceux à l'avant des jambes, les jambiers antérieurs, qui permettent de tirer ses pieds vers soi, et les muscles à l'arrière des jambes, au niveau des mollets, le triceps sural et le solaire, qui permettent de pousser les pointes de pied vers le sol. C'est eux que vous utilisez quand vous essayez de vous faire plus grand en vous mettant sur la pointe des pieds. Ensuite, dans les cuisses, on a les quadriceps. Ils sont situés au devant de la cuisse et permettent de tendre la jambe et de ramener les cuisses vers les hanches. Si vous voulez faire un squat ou relever votre jambe vers votre torse, vous utiliserez les quadriceps. Après, il y a les ischio-jambiers. Eux sont à l'arrière de la cuisse et ils ont la fonction inverse des quadriceps, c'est-à-dire ramener la jambe contre l'arrière de la cuisse et pousser sa cuisse vers l'arrière. Les adducteurs, eux, sont situés sur la face intérieure des cuisses et permettent de serrer les cuisses. Enfin, on a les fessiers. Ils ont pour fonction de ramener le bassin vers l'avant et donc de se redresser. Ils permettent aussi la rotation externe de la cuisse, d'écarter les cuisses et de pousser la cuisse vers l'arrière en collaboration avec les ischio-jambiers. Ensuite, on a les muscles du tronc. On commence par le groupe des abdos, parce que oui, les abdos c'est au minimum 3 muscles différents. D'abord, on trouve le grand droit qui va du bas au milieu du tronc et qui permet la flexion de celui-ci, c'est-à-dire de se courber vers l'intérieur. Il permet aussi de ramener la partie inférieure du corps vers le tronc, en collaboration avec les quadriceps. J'ouvre une petite parenthèse, c'est totalement normal de ne pas voir ses abdos, peu importe son sexe, parce qu'on a tous de la graisse naturelle au niveau du ventre. L'endroit où on stocke la graisse dépend des individus et c'est même plutôt signe d'une bonne santé de ne pas les voir. Ça veut dire que vous mangez assez, en fait. Après ça, on a les obliques et les transverses situés, eux, sur les côtés du tronc et qui permettent la rotation et l'inclinaison du tronc et du bassin. Tout ce groupe de muscles des abdos a également une fonction de stabilisation du tronc.
Enfin, dernier muscle à l'avant du tronc, ce sont les pectoraux, situés au niveau de la poitrine, et qui permettent de pousser les bras vers l'avant, que ce soit vers le bas, en face de soi, ou jusqu'à un angle de 45 degrés vers le haut. Maintenant, on va voir les muscles du dos. On y retrouve l'érecteur du rachis, c'est le muscle qui suit toute la colonne vertébrale et qui permet de fléchir la colonne vertébrale, c'est-à-dire de se cambrer, et il permet de se tenir droit en stabilisant le dos. Les grands dorsaux permettent les mouvements où il faut tirer quelque chose. Ce sont eux qui permettent de grimper en tirant les bras vers le tronc, d'attraper quelque chose qui traîne à terre et de le tirer vers soi. En avant-dernier, vous avez les trapèzes, les MacGyver des muscles. Ils permettent de hausser les épaules, baisser les épaules, tirer les épaules vers l'arrière, tirer la tête vers l'arrière, de tourner la tête. Ils permettent tout ça et ils portent même vos courses. Enfin, il reste le groupe des petits ronds, grands ronds et rhomboïdes qui permettent eux surtout la rotation des épaules et la stabilisation de celles-ci. Je vais pas plus en détail sur ces muscles parce que c'est un peu un bordel. Si vous voulez checker les pages Wikipédia, amusez-vous. Mais c'est des muscles vachement compliqués. On arrive vers la fin avec les muscles des bras et des épaules qui sont eux assez simples. Au niveau des épaules, on retrouve les 3 deltoïdes qui permettent de bouger les bras en 3 dimensions. Ils sont ouf. Il y a les deltoïdes antérieurs, c'est-à-dire situés à l'avant, qui permettent de lever et pousser les bras vers le haut. Les deltoïdes postérieurs, donc à l'arrière, qui permettent de lever les bras en arrière. Et les deltoïdes médians, qui permettent d'élever les bras sur les côtés. Au niveau des bras, on a les biceps à l'avant du bras, qui permettent de ramener l'avant-bras vers le bras et permettent la rotation interne de la main. Les triceps, eux, à l'arrière du bras, permettent de tendre les avant-bras dans l'alignement du bras. Enfin, dans les avant-bras, il y a les muscles fléchisseurs du poignet qui permettent de fléchir la main et les doigts vers l'avant-bras, et les extenseurs du poignet qui permettent d'étendre la main et les doigts vers l'extérieur de l'avant-bras. Fou! Bon, incroyable, on a tout vu, c'est fou. Maintenant, est-ce qu'on peut apprendre des choses plus intéressantes? Eh bien, figurez-vous que oui. En fait, l'activité physique, c'est comme le jeu vidéo. Oui, je sais, c'est bizarre dit comme ça, mais vous allez comprendre. En gros, un des principes qui régit le fait que vous puissiez utiliser vos muscles pour bouger, c'est le principe d'adaptation. En gros, le principe de base du fonctionnement des muscles, des tendons, des os, des ligaments et du système nerveux, c'est que quand ils sont mis sous tension, une partie de leurs fibres se détruisent. Chaque fois que vous faites un effort, votre corps se détruit. Sauf que comme on est quand même bien fait, les fibres détruites lors de l'effort se régénèrent lorsqu'on se repose. Et le petit plus, c'est que quand elles se régénèrent, elles sont plus résistantes qu'avant pour éviter de se casser aussi facilement sur un même effort. Donc en résumé, à chaque fois qu'on fait de l'activité physique, on détruit une partie de nos tendons, nos muscles, etc. qui vont se régénérer pour résister à l'effort qu'on leur a fait subir. Ce qui veut dire que la prochaine fois qu'on fera ce même effort, il sera plus facile à réaliser. Tout simplement, on level up. Il faut par contre noter que l'adaptation ne se fait pas à la même vitesse pour tous les éléments qu'on a vus. Le système nerveux qui passe dans tout le corps et qui en quelque sorte débloque le droit d'utiliser un certain niveau de force du muscle, lui s'adapte très vite. Ensuite viennent les muscles qui eux aussi s'adaptent très vite. Ils prennent 24 à 72 heures pour se régénérer. Au contraire des os, des tendons et des ligaments qui, même s'ils sont naturellement très résistants, vont demander bien plus de temps pour s'accommoder à un effort. Mais l'adaptation, elle se fait aussi dans le sens inverse. Sans activité physique, le corps se débarrasse des capacités dont il n'a plus besoin et donc des muscles. Notre corps est donc assez impitoyable avec l'absence d'activité. Mais il faut quand même savoir que quand un muscle s'adapte à un effort, il crée certaines cellules et ces cellules ne disparaissent jamais. En plus de ça, vous avez aussi des adaptations neuronales qui se créent, donc vos muscles se rappellent de comment vous faites un mouvement que vous avez entraîné. Donc le temps nécessaire pour retrouver une capacité que l'on possédait auparavant sera plus court que le temps mis pour obtenir cette capacité une première fois. Je sens que c'est un peu abstrait, alors voici un exemple. Vous jouez à un jeu et vous vous êtes entraîné sur un boss pendant longtemps jusqu'à savoir le battre de manière régulière. Vous arrêtez de jouer au jeu où il y a ce boss pendant plusieurs mois et quand vous revenez dessus, vous n'arrivez plus à le battre. Donc vous allez réapprendre les timings, ses schémas d'attaque, etc. Sauf que comme vous les aviez déjà appris une fois, ce sera beaucoup plus rapide de réussir à retrouver tout ça et à le battre à nouveau. Et bien pour les muscles, c'est pareil. Si vous atteignez un certain niveau, il sera plus simple de retrouver ce niveau que la première fois où vous l'avez atteint, même si vous l'avez perdu depuis un moment. Bon, on a vu comment ça fonctionne un effort et comment le corps s'adapte. Mais plus concrètement, c'est quoi les capacités qu'on peut développer avec l'activité physique? Il existe en quelque sorte 3 piliers du mouvement et donc de l'activité physique. Le premier pilier, né en 1082, a vécu une vie longue au sein des chasseurs de démons. Non, les 3 piliers sont la souplesse, les capacités cardiovasculaires et les capacités musculaires.
La souplesse correspond à l'amplitude de mouvement que tu peux réaliser avec tes membres. Par exemple, c'est l'amplitude de tes jambes si tu veux les ramener tendues vers ton torse, à quel point tu peux écarter les jambes, si tu peux mettre tes pieds derrière ta tête, etc. Cette souplesse, elle se développe en réalisant des étirements qui vont d'une part permettre une adaptation nerveuse qui va dire à ton cerveau « Ok Michel, c'est bon, tu peux laisser le muscle se détendre » et d'autre part développer des fibres musculaires pour allonger le muscle. Les capacités cardiovasculaires, c'est la capacité de votre cœur et de vos poumons à fournir l'oxygène nécessaire à vos muscles pendant une activité physique prolongée. En gros, plus le cœur est développé, plus il est capable de fournir de l'oxygène aux muscles et plus vos muscles peuvent faire des efforts longtemps. Ces capacités se développent en réalisant des activités qui demandent un effort modéré continu pendant plusieurs minutes. Genre tu bouges, tu sens que tu respires mais tu peux encore parler et tenir une conversation. Ou bien en faisant de l'activité très intense de manière fractionnée, c'est-à-dire un effort très intense de 2 ou 3 minutes puis quelques secondes de repos avant de recommencer. J'ai envie de dire qu'il y a une méthode vachement plus attrayante que l'autre, mais le choix est vôtre. Enfin, les capacités musculaires, qui se divisent en globalement 2 catégories, la force et l'endurance musculaire. La force musculaire est la capacité d'un muscle d'exercer une force contre une résistance. Et l'endurance musculaire est la capacité des muscles à exercer continuellement une force contre une résistance ou un mouvement donné. Ces 2 capacités correspondent à des types de fibres musculaires présentes dans les muscles. Il existe en effet 3 types de fibres musculaires présentes en différentes proportions dans tous les muscles. Les fibres de type 1 qui ont une faible force et une forte résistance à la fatigue. Développer ces fibres revient à développer l'endurance musculaire avec des efforts de longue durée à faible et moyenne intensité. A l'inverse, les fibres de type 2A et 2X sont des fibres qui ont une grande force mais peu de résistance à la fatigue. Elles sont donc utilisées principalement lors des efforts intenses de courte durée et permettent de développer la force. Il faut noter qu'il existe des fibres hybrides qui sont un mélange des 3 types ou de 2 types, et les fibres musculaires sont un sujet que même les scientifiques qui travaillent le sujet n'ont pas percé les secrets à 100%, donc on reste à un niveau de détail de surface pour vulgariser ici. La proportion de ces fibres présentes dans les muscles dépend de facteurs génétiques et environnementaux, mais il faut savoir que l'entraînement peut modifier les proportions de présence de certaines fibres sur le long terme, déjà après 16 semaines d'entraînement. Bon, on a vu le fonctionnement des muscles, le principe d'adaptation, l'anatomie et les caractéristiques qu'on peut booster selon les efforts. Ça fait déjà beaucoup. Maintenant, on va regarder comment s'améliorer et récupérer quand on fait de l'activité physique. Bon, quand je fais une activité physique et que je veux m'améliorer, ça prend combien de temps ? En fait, au niveau de la souplesse des capacités musculaires ou des capacités cardiovasculaires, la réalité c'est que ça demande de faire une fois l'activité physique pour s'améliorer. Si vous sortez courir une fois, en fait vos capacités se sont déjà améliorées. Donc s'améliorer, ça va très vite. Alors oui, l'amélioration peut paraître faible. Si vous courez, vous allez peut-être réussir à courir 30 secondes de plus. Si vous soulevez des poids, vous ferez peut-être seulement une répétition de plus. Mais dans tous les cas, vous allez vous améliorer. La vraie question à se poser en réalité, c'est au bout de combien de temps je commence à perdre mes capacités physiques ? Et là, ça dépend du type de capacité. Pour la souplesse, en général, ça prend environ 2 semaines pour qu'elle commence à diminuer. Pour la force et la masse musculaire, c'est entre 2 et 3 semaines pour commencer à perdre. Et pour les capacités cardiovasculaires, c'est beaucoup plus rapide et au bout de 2 semaines sans effort, les capacités peuvent avoir baissé de déjà 25%. Donc en fait, si vous faites une activité physique spécifique une fois par semaine, ou même une semaine sur 2, eh bien vous ne pouvez que progresser dans vos capacités parce que le temps pour perdre des capacités est plus long que celui pour en gagner. Et pour bien progresser, il y a 2 principes à prendre en compte. Le principe de charge progressive et le principe de spécificité. Le principe de progressivité, ça veut tout simplement dire que si vous faites un effort, que votre corps s'y est adapté, il faut tout doucement, à chaque séance, augmenter la difficulté de cet effort. Par exemple, vous faites une roulade. Bravo, vous savez rouler. Maintenant, la prochaine fois, vous pouvez faire 2 roulades pour augmenter la difficulté, et puis 3, et puis 4. Ça rend progressivement l'effort plus difficile et ça vous permettra de vous améliorer. Là où si vous faites tout le temps une seule roulade, il arrivera un moment où vous ne vous améliorerez plus à force de ne faire qu'une seule roulade tout le temps. Et évidemment, dépendant des objectifs de chacun, on peut décider de s'arrêter de progresser et juste continuer à s'entraîner à un certain niveau si ça nous convient. Le principe de spécificité est lui plus facile à comprendre. Vous vous améliorez dans ce que vous travaillez. Comme dit précédemment, si vous vous entraînez à faire des roulades, vous allez vous améliorer en roulade. Ça peut peut-être améliorer d'autres capacités par la même occasion, mais les roulades seront la principale capacité affectée.
vous devenez bon dans la chose que vous entraînez. Combinez l'application de ces deux principes dans vos activités physiques avec les 24 à 72 heures de repos entre chaque effort pour que vos muscles se régénèrent correctement et vous vous améliorerez. Après, je déconseille juste de faire de l'activité physique qui n'implique qu'un côté du corps. Par exemple, si vous vous entraînez à lancer une balle, c'est mieux de le faire en alternant chaque main pour éviter de se retrouver avec des asymétries au niveau du développement des muscles. Faire bouger le corps avec différents mouvements dans sa globalité, c'est bon pour la santé en fait. Tout ça nous amène à un point important dans la pratique de l'activité physique, et c'est comment organiser sa pratique de l'activité physique. D'abord, il faut décider de ce qu'on veut faire, parce que jusqu'à maintenant, je suis resté plutôt abstrait sur l'activité physique, mais à un moment, il faut choisir quoi faire. Et comme dit au début, l'activité physique, c'est pas que le sport du tout. Donc là, c'est l'heure d'imaginer tout ce que vous aimeriez faire. Voici une petite liste d'activités physiques pour vous inspirer. Une fois que vous avez une idée, c'est là qu'il est l'heure de se renseigner sur comment réaliser les exercices ou les mouvements que vous souhaitez faire et leurs variations. Ce que j'entends par variation, c'est une variante plus difficile ou moins difficile d'un exercice que vous souhaitez pratiquer. Par exemple, si vous voulez être capable de faire une pompe, exercice iconique dans la tête de la majorité des gens, il y a de fortes chances que vous n'en soyez pas capable actuellement. Il faudra alors chercher des variations plus faciles pour développer la force nécessaire pour être capable de faire cette pompe. Des variations plus faciles peuvent être des pompes sur les genoux, les pompes plus ou moins inclinées, les pompes contre un mur ou même au niveau le plus bas, les pompes contre de l'air. Et oui, je sais, pour certains, pompes contre de l'air, ça peut paraître ridicule, mais quand on a un handicap ou besoin d'une très grosse réhabilitation, c'est possiblement un point de départ. Ça permet de créer les connexions neuronales liées au mouvement et de s'y habituer pour progresser et se diriger vers des variantes plus difficiles. Dans le sens inverse, il existe des variations plus difficiles que la pompe si on maîtrise l'exercice. En bref, rechercher la variante qui convient à notre niveau sur un exercice pour éviter de se blesser et progresser est primordial. Ensuite, un aspect obligatoire important à prendre en compte avant de faire un exercice, c'est l'échauffement. Et s'échauffer, c'est faire fonctionner ses articulations pour les lubrifier, parce que quand on fait des rotations avec ses poignets par exemple, ce qu'on appelle du liquide synovial va lubrifier l'articulation des poignets et donc faciliter le mouvement. Cela fonctionne avec toutes les articulations, le cou, les épaules, les coudes, les poignets, les hanches, les genoux et les chevilles. Pourquoi s'échauffer ? Ça réduit énormément le risque de se blesser, notamment grâce à la lubrification, mais aussi par le fait que le sang va commencer à circuler pendant que vous faites votre échauffement. Ce qui veut dire que les ressources nécessaires à l'activation de vos muscles arrivent. Et lorsqu'on commence à faire des efforts, on y va tranquillement au niveau de l'intensité. Par exemple, l'autre jour, je me suis pas échauffé avant de tenter de faire des squats sur une jambe. Résultat, mes fessiers se sont retrouvés à la limite de la crampe et je pouvais quasiment plus marcher pendant 10 minutes. Et en plus, je me suis retrouvé à avoir mal aux genoux pendant 2 jours. Yay. Tout ça aurait pu être évité en fait avec 5 minutes d'échauffement. Donc en résumé, faites pas les fous et échauffez-vous. Ensuite, pour identifier son progrès, il est nécessaire de prendre quelques mesures de ce qu'on fait. Une technique pour mesurer l'entraînement qu'on réalise est d'identifier 2 facteurs. Celui de la poste, non. L'intensité et la quantité. L'intensité correspond à la difficulté d'un exercice. Ça peut être le poids si on soulève des poids ou si on soulève son corps. Ça peut être la vitesse si on court ou ça peut être la puissance si on frappe quelque chose. Ça peut être une amplitude de mouvement. La quantité, elle, peut se mesurer par le nombre de répétitions et le nombre de sets où on fait ces répétitions qui nous donnent une quantité totale de l'exercice qu'on a réalisé. Alors répétition, ça peut dire plusieurs choses. Ça peut être une distance parcourue, ça peut être le nombre de fois qu'on réalise un mouvement, ça peut être un nombre de secondes passées dans un mouvement. Dans tous les cas, ça représente la quantité d'exercice qu'on a fait. Avec ces 2 facteurs, il est alors possible de recenser relativement facilement ce qu'on réalise comme activité physique et de savoir quels facteurs modifier pour créer une progression. Ça permet d'observer son maintien, ses progressions et ses régressions au fil du temps, ce qui permet aussi de rester motivé. En parlant de motivation, vous avez trouvé un ou des exercices qui vous plaisent. Vous devez alors voir quand est-ce que vous allez les faire. Est-ce que je les fais tous les jours ? Est-ce que je les fais tous les 2 ou 3 jours ? Est-ce que je les fais une fois par semaine ? Là, évidemment, ça dépend de la facilité à réaliser l'activité. Si c'est intense, il vaut mieux laisser 48 heures de repos pour laisser le corps récupérer. Si c'est une activité peu ou moyennement intense, 24 heures devraient suffire. Ça dépend aussi du temps qu'elle demande et de si vous êtes plutôt du genre strict ou libre dans vos plannings. Mais dans tous les cas, il faut bien identifier qu'il y a 3 niveaux de planification quand on fait un planning. D'ailleurs, ce que je vais dire là fonctionne pour planifier à peu près n'importe quoi. Il y a le court terme, c'est-à-dire à l'échelle d'une semaine, le moyen terme, c'est-à-dire à l'échelle du mois, et le long terme, c'est-à-dire à l'échelle de l'année.
On commence par regarder l'objectif à long terme, voir ce qu'il va alors impliquer à moyen terme et voir ce que le moyen terme implique à court terme pour voir si c'est tenable ou non. Parce que souvent on veut des résultats incroyables, mais on ne se rend pas compte de l'enfer que ça impliquerait à court terme pour arriver à ces résultats. L'objectif d'un planning, c'est qu'il soit tenable et qu'il s'ajuste à chacun. On peut aussi faire les étapes dans le sens inverse et définir ses objectifs à partir de ce qu'on est capable de faire dans une semaine. Précédemment, je vous ai donné les règles qui sont à prendre en compte, le repos, combien de temps on peut passer sans rien faire pour pas perdre ses progrès, et bien d'autres choses. À partir de là, vous êtes complètement libre. Vous n'aimez pas les plannings contraignants parce que ça vous saoule? Ne notez pas d'heures ou de jours précis pour faire de l'exercice et notez juste le nombre de fois que vous faites de l'activité physique dans la semaine. Et puis à partir de là, voyez si vous devez vous ajuster pour en faire plus ou moins pour arriver aux objectifs que vous vous êtes donnés. Si au contraire vous êtes ultra planificateur et strict et vous savez que vous voulez faire de l'activité physique tel jour à telle heure tant de fois par semaine, eh bien faites ça. Et il y a une variété énorme de manières de planifier, plus ou moins strictes, plus ou moins libres, et savoir où vous vous situez vous permettra de vous épanouir bien plus dans l'activité physique pour que vous n'ayez pas la sensation d'être forcé à bouger, mais que vous vous amusiez. Et c'est là le principal. C'est pour ça que choisir une activité physique aussi random qu'elle soit qui vous amuse, qui dure peut-être à peine 5 minutes et que vous pouvez faire tous les jours, c'est la meilleure activité physique possible parce que c'est celle que vous maintiendrez toute votre vie. J'ai enfin couvert à peu près tous les points qu'il y a à savoir pour se lancer. Maintenant, je vais couvrir le dernier point important en termes de savoir pour se lancer et qui est directement en lien avec la planification. Ce sont les objectifs. Les objectifs, c'est un peu la ligne directrice quand on veut faire un truc sur le long terme. Ça permet de rester motivé et ça dépend des individus parce que tout le monde est différent et tout le monde ne veut pas les mêmes choses. Vous comprendrez alors qu'utiliser les objectifs de quelqu'un d'autre sans jamais avoir réfléchi à ce qu'on veut soi-même réellement et ce qui nous plaît, c'est un peu contre-productif. Ici, je vais traiter de 3 objectifs relativement courants. Ces objectifs, ce sont les objectifs de poids, les objectifs de santé et les objectifs de capacité. Si votre objectif c'est de prendre du poids ou de perdre du poids, l'approche de l'activité physique sera légèrement différente, mais un facteur central reste présent et c'est l'alimentation. Pour que votre corps fonctionne, il a besoin d'énergie et de nutriments entre autres. Cette énergie, on la mesure en kilocalories. Kilo c'est 1000 et calories c'est l'unité d'énergie qu'on utilise. Un humain moyen a des besoins pour simplement maintenir les fonctions vitales de son corps et son activité quotidienne autour des 2000 kilocalories. A noter ici que je fais une très grosse moyenne, comme vous le voyez sur le tableau, ces besoins diffèrent selon la taille et le poids, et vous trouverez facilement des calculateurs sur internet pour voir quel est votre besoin quotidien en kilocalories. Et donc pour prendre ou perdre du poids, il va alors falloir utiliser la balance calorique. Si vous absorbez plus de kilocalories que vous en avez besoin pour vous maintenir à votre poids, alors votre corps va stocker ces excès souvent dans les cellules graisseuses, et vous permettre de prendre de la masse et de peser plus lourd. A l'inverse, si vous réduisez votre apport en kilocalories, attention, quand je dis réduire, c'est de 100 à 200 kilocalories maximum, parce que plus c'est pas super bon pour la santé. Vous allez perdre du poids au fil du temps et vos cellules qui stockent de la graisse vont alors rétrécir. Et oui d'ailleurs, il est impossible de faire disparaître ces cellules. Voyez-les plutôt comme des frigos adaptatifs. Plus il faut stocker de la graisse, plus le frigo va devenir gros, et moins il faut stocker de la graisse, plus le frigo va rétrécir. Aussi, l'activité physique va influencer la balance calorique. En effet, l'activité physique va augmenter la dépense calorique du corps, qui va alors consommer plus de calories. A noter que les activités physiques de longue durée et intensité moyenne à faible sont celles qui vont consommer le plus de graisse, alors que celles qui sont d'intensité forte et courte vont consommer les sucres qui sont stockés dans les muscles. Dans les deux cas, des kilocalories sont consommées, mais c'est simplement le carburant utilisé qui va différer. Cela combiné à un déficit calorique vous assure de perdre du poids, mais attention, toujours avec modération. Et si vous souhaitez prendre du poids, il faut prendre en compte l'activité physique que vous allez pratiquer. Car si vous pratiquez une activité physique qui consomme beaucoup de calories et qui dure longtemps, il faudra compenser en mangeant encore plus de kilocalories. Tout ça pour dire que pour influer sur son poids, le facteur calorique est le principal à prendre en compte. Et ce, sans avoir besoin de devenir ultra précis, mais juste en voyant généralement quels aliments ont plein de calories et quels aliments en ont moins. Le meilleur régime alimentaire, au final, c'est celui que vous tenez pendant toute votre vie. Maintenant, si on s'intéresse à des objectifs de santé, on va toujours s'intéresser à l'alimentation. Si on va plus en détail, peu importe votre poids, il y a des apports de certains nutriments à suivre pour vérifier que tout va bien, en plus de maintenir un apport calorique suffisant. Les lipides, glucides et protides, qui sont ce qu'on appelle les macronutriments,
qu'on peut résumer en matière grasse, sucre et protéines pour être plus compréhensible, sont des éléments présents en différentes quantités dans la majorité des aliments. Les besoins en lipides pour une bonne santé sont de minimum 1 g par kilo de poids du corps et peuvent aller jusqu'à 100 g et le tout par jour. Les besoins en protéines sont de 1,6 à 2,2 g de protéines par kilo de poids du corps par jour, et les glucides sont en complément et sont utilisables pour compléter son apport calorique. Et oui, ces besoins journaliers que j'avance sont bien plus gros que ceux proposés sur votre paquet de pâtes avec les pourcentages d'apport journalier, et c'est parce que les standards de l'OMS sont bien plus bas que les apports optimaux pour une santé correcte, en plus d'être juste une moyenne. Ces besoins sont en général plus grands pour les adolescents et enfants qui grandissent encore. Mais la vérité, c'est que les 3/4 des gens ne respectent pas ces apports et vont quand même bien. Mais seulement jusqu'à un certain âge, et se rapprocher de ces recommandations, ou même les atteindre, est déjà un bon point pour ne pas risquer de développer de pathologies liées à la malnutrition. D'ailleurs, les protéines comblent bien plus la faim que les matières grasses ou les sucres, donc une alimentation avec assez de protéines signifie moins de faim. Il existe également les micronutriments, mais ils sont ultra nombreux et on va pas passer 3 heures à les reviewer, donc je vous laisse ce tableau ici, comme ça vous regardez si vous voulez. Mis à part l'alimentation, l'activité physique est essentielle pour être en bonne santé, et la régularité est importante. Les recommandations de l'OMS sont de faire au moins 11 minutes par jour d'activité intense, soit au moins 75 minutes par semaine d'activité intense, ou 22 minutes d'activité modérée par jour, soit au moins 150 minutes par semaine. Les recommandations prévoient aussi d'essayer de faire de l'activité légère en cassant les périodes de sédentarité soutenues. Bon, concrètement, ça veut dire quoi tout ce blabla ? Ça veut dire que pour tous les âges, faut bouger dans la journée. Par exemple, ça fait 2 heures que je suis assis à taper ce script sans me lever de ma chaise, je devrais me lever 2 minutes histoire de faire circuler mon sang dans le corps parce que c'est resté beaucoup trop longtemps assis. Ça veut aussi dire simplement que se réserver un temps pour bouger tous les jours, c'est important pour la santé. Et au final, même si c'est 5 minutes par jour, c'est largement mieux de bouger que de ne rien faire. Chacun s'adapte à son niveau et il faut bien voir que pour rester en bonne santé, il n'y a pas besoin de faire des entraînements de fou 3 heures par jour. Faire son petit truc à soi, c'est bien, et c'est comme ça qu'on s'amuse et qu'on reste en bonne santé. Et toujours dans la sédentarité, je veux aborder la question de la réhabilitation ou de la guérison. Juste pour dire que l'activité physique, aussi petite soit-elle, aide à tenir, parce qu'elle a des effets bénéfiques pour la santé. Même si c'est des pompes contre l'air, juste lever ses bras au-dessus de sa tête, marcher lentement, se retourner. En bref, bouger c'est super important pour ne pas perdre des capacités qu'on considère comme acquises, comme normales. Parce que quand on n'a plus ces capacités, on se rend compte de la chance qu'on avait de les avoir, quoi. Surtout quand on a atteint un certain âge. Alors bougeons pour ne pas les perdre. Enfin, le dernier objectif que je souhaite aborder, c'est justement l'objectif de capacité. Ce que j'entends par là, ce sont les objectifs qui ont pour but de réaliser une action spécifique. S'entraîner pour pouvoir porter ses courses sans difficulté ou soulever une barre de 200 kg au soulevé de terre. Quand on a une approche en termes de capacité, c'est là que s'applique réellement la question de la progression et de la spécificité parce que, par exemple, si on veut être en bonne santé, il y a un stade où la progression n'est plus nécessaire et où on peut maintenir tout le temps les mêmes activités. Au contraire d'une approche en termes de capacité où là la progression est obligatoire pour atteindre son but. Il faut alors observer son objectif final, le disséquer en étapes à valider pour l'atteindre et noter ces étapes avant de commencer son activité physique. Certains objectifs demandent une combinaison d'exercices avant de les atteindre. Par exemple, un exercice très avancé qui est le V-sit va demander une combinaison de souplesse des ischio-jambiers, de force des quadriceps et des muscles des abdos et des trapèzes. Il faut alors progresser en divisant le tout en petits exercices spécifiques qui entraînent individuellement chaque capacité nécessaire. Vous avez par exemple dans le domaine des exercices au poids de corps des arbres de progression. Mais il est également possible de progresser sur certains exercices en les travaillant directement. Pour s'entraîner à porter ses courses, prendre un sac dans une main, y mettre du poids dedans et faire des allers-retours de quelques mètres en alternant la main qui tient le sac à chaque aller et à chaque retour, permettra de développer la force nécessaire pour porter ses courses en augmentant progressivement la charge. Le tout est d'avoir une capacité claire en tête et d'appliquer une logique pour l'atteindre. Au final, il faut se rappeler que l'atteinte d'un objectif n'est que la conséquence de l'entraînement. La chose à réellement atteindre pour son objectif, c'est le fait de faire son activité physique régulièrement. Parce que si vous faites votre activité physique régulièrement, il est absolument impossible de ne pas progresser dans ce que vous faites parce que ça défierait la logique purement et simplement. Évidemment, il y aura des phases où vous allez régresser parce que l'humain est faillible et qu'il y a des moments où on a la flemme de bouger et que la progression, c'est pas une courbe comme ça, mais que ça ressemble plus à ça. Dans tous les cas, le plus important pour être régulier, c'est de s'amuser parce que l'activité physique où vous vous amusez, c'est celle que vous maintiendrez toute votre vie.
Merci donc d'avoir regardé cette vidéo. C'est probablement le seul guide de l'activité physique que je ferai parce que j'ai pas envie de faire des séries de vidéos qui font perdre du temps aux gens et donner des infos complètes et suffisantes pour l'activité physique et comment s'y mettre était tout ce que je voulais. Maintenant, des réflexions et des contenus sur l'activité physique et le sport, il y en aura d'autres. En tout cas, j'en ai au moins 3 prévus en tête, mais ils n'arriveront pas tout de suite. Dans tous les cas, je suis très heureux d'avoir enfin sorti cette vidéo parce que ça fait plus d'1 an qu'elle est dans les placards, que j'ai écrit, réécrit, réécrit, appris des choses. Sur ce, je vous laisse. Salut!